Amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une vidéo soft spoken, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui aiment bien ça. Du coup, voilà, je vais faire une vidéo de lecture juste de page Wikipédia. Voilà, ce sera très simple. Comme ça, vous pourrez apprendre des trucs et puis en même temps, je vous fais un peu de soft spoken. Si vous avez d'autres idées de vidéos en soft spoken, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, les commentaires sont toujours ouverts à vous. Et puis on est parti, j'espère que vous arriverez à apprendre 2-3 trucs. Donc voilà, on va faire des articles au hasard sur Wikipédia. Et donc on est parti. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors on commence avec Versailles. C'est la première page Wikipédia, mais attention, ce n'est pas n'importe quel Versailles. C'est Versailles dans le Missouri, c'est-à-dire aux États-Unis. Donc c'est une ville de l'État américain du Missouri, située dans le comté de Morgan, dont elle est le siège. Selon le recensement de 2010, sa population est de 2482 habitants. Voilà. Alors vous saviez, c'est lorsque les colons européens sont arrivés aux États-Unis, enfin, qui ne s'appelaient pas les États-Unis à l'époque, beaucoup ont repris les noms de villes dont ils venaient. C'est pour ça, par exemple, qu'on a la Nouvelle-Orléans ou Versailles, et bien sûr d'autres villes qui ont le nom un peu des noms français. On a Saint-Louis, bien sûr, mais ça c'est plus parce que ça appartenait entre guillemets au royaume de France, bien sûr. Allez, on prend un autre article. Alors, hop, attendez, parce que voilà. Alors, on repart sur une ville qui se nomme Meheku, qui est une ville de la province de Jilin, en Chine. C'est une ville-district placée sous la juridiction administrative de la ville-préfecture de Tonghua. La population du district était de 610 399 habitants en 1999. Voilà. Hop. C'est des petits trucs. Alors, paladin. Le paladin est un chevalier ayant atteint l'un des plus hauts grades, faisant partie d'un ordre religieux et porteur du pouvoir sacré de la foi. Néanmoins, ce terme a subi une évolution assez importante, en ce sens où de chevaliers sacrés partant en croisade pour le compte d'un ordre prestigieux et militaire, l'appellation de paladin finira par évoquer un concept plus humaniste de chevalier errant, peut-être un amalgame avec le latin palabundus, qui signifie errant, qui voyage sans cesse. Défendant la veuve et l'orphelin, cette nuance peut être perçue en comparant deux opéras de Vivaldi basés sur le même personnage de Roland, Orlando Furioso et Orlando Finto Furioso. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un article un petit peu long, mais je vais vous lire l'histoire des paladins. Les gestes des paladins de Charlemagne rivalisèrent un temps de popularité avec les histoires du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. L'Arioste et le Tasse, dont les travaux furent un temps aussi lus et respectés que ceux de Shakespeare, ont contribué le plus à la réécriture littéraire et poétique des récits de hauts faits de paladins. Ces récits traitaient des guerres entre les Francs et les Maures, durant les conquêtes islamiques de l'Espagne et leur invasion du sud de la France. Leurs aventures furent connues comme la matière de Charlemagne ou matière de France, sur un pied d'égalité avec les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers classés matière de Bretagne. Galahad, fils du chevalier Lancelot, est l'archétype du paladin dans la légende arthurienne. Les aventures des paladins de Charlemagne servent de base au théâtre de marionnettes sicilien au travers de la Storia del Paladini di Francia. Le renouveau celtique, plus particulièrement à la fin du XIXe siècle, privilégia le matériel arthurien et encouragea sa réécriture et sa rediffusion. Rien du tel n'eut lieu pour le matériel de Charlemagne, parce que fortement chrétien et triomphaliste dans sa présentation, à l'exception des personnages de l'Arioste beaucoup plus nuancés. En conséquence, les lecteurs du XXe siècle
connaissent bien Arthur et Camelot, alors qu'ils ont peu entendu parler des paladins de Charlemagne qui jouissaient pourtant au Moyen-Âge d'un égal renom. Voilà. Mentalité. En quête d'action, d'éclat et d'aventures héroïques, où manifester sa bravoure, sa générosité et sa courtoisie, le paladin est aussi considéré comme le bouclier de l'éthique et des croyants, et comme le bras de la justice. Son devoir est également de soutenir le sens de l'équilibre, voire parfois de la nature. Ne demandant ni une exigence sauf de lui-même, il tente d'être gardien d'une certaine harmonie. Il garde le statut d'un protecteur d'une bonté spontanée. Autrement dit, il est le défenseur d'une nature humaine qu'il juge capable d'être digne et vertueuse. C'est d'ailleurs la dignité qui est au centre des préoccupations paladines, comme valeur et comme combat. En ce sens, le paladin n'est pas tant l'expression d'un manichéisme, mais le symbole d'une qualité humaine. Voilà, on va prendre un autre article. Alors, ça va être compliqué. Serhiy Vitaliovitch Kurchenko, né le 21 septembre 1985 à Kharkiv, est un homme d'affaires ukrainien. Après avoir étudié en économie et entrepreneuriat à l'Institut Polytechnique de Kharkiv, il se spécialise en propriété intellectuelle puis en droit. Il commence à travailler dès 16 ans comme simple employé de Naftogaz, l'entreprise nationale de pétrole et de gaz, et grimpe rapidement les échelons pour devenir directeur commercial. À 19 ans, il quitte Naftogaz après avoir réorganisé le service commercial. En 2009, il fonde le groupe Gaz Ukraine 2009, comprenant 55 entreprises actives dans différents secteurs, mais dont la principale activité concerne la vente et la transformation des produits pétroliers. Le groupe monopolise rapidement le marché du gaz naturel venant de Russie et Kurchenko s'enrichit rapidement. En décembre 2012, Kurchenko rachète le club de football FC Metalist Kharkiv. En février 2013, il fonde le groupe VTech qui se porte acquéreur des actions de la raffinerie de Lukoil à Odessa. En juin, VTech achète le groupe de médias UMH qui regroupe plus de 50 médias en Ukraine. En août, Kurchenko achète le stade Metalist. Après la révolution ukrainienne de février 2014, ses avoirs sont gelés par l'Union européenne car il est considéré comme un proche du régime de Viktor Yanukovych, qui était du coup le régime proche de la Russie. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays pour faute fiscale, il n'a plus donné signe de vie depuis mars 2014. Voilà. C'était donc un oligarque ukrainien pour cette fiche. Kirovaoul. C'est un village au centre de Daghestan, qui est une région de la Russie appartenant au raïon de Kizilourt. Sa population d'ethnie avare était de 2174 habitants en 2010. Le village a été fondé au milieu du XXe siècle par l'arrivée de villageois de Sildi. Il se trouve dans une zone où sont implantés des rebelles islamiques. Par exemple, 2 habitants ont été assassinés le 21 juillet 2010 et d'autres en novembre 2010. Les femmes du village portent en grand nombre le voile islamique. Oui, donc c'est genre en Tchétchénie à peu près. Voilà. Alors, on passe sur un oiseau qui est le moa à tête blanche, ou Popocotea, qui est une espèce de passereau endémique de la Nouvelle-Zélande. C'est un très bel oiseau. Voilà, on passe à la suite. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. J'espère aussi que c'est relaxant. Voilà, je sais que les vidéos quand même de soft spoken plaisent bien, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien sûr. Alors, le Grechetto, c'est un pseudo-cépage blanc de la variété Vitis vinifera cultivée en Italie méridionale et particulièrement en Ombrie. Il regroupe en effet différents cépages aux caractéristiques ampélographiques très différentes, mais auxquelles on prête à tous une origine grecque. Le nom Grechetto désigne un des cépages blancs italiens d'origine grecque.
Crecceto en français signifie petit grec ou du bassin méditerranéen oriental. Des comparaisons ADN ont révélé la parenté de certains des cépages appelés Crecceto, notamment le Crecceto di Todi et le Crecceto di Orvieto qui ont un lien de parenté direct. Les zones de production du Crecceto sont répandues dans diverses localités de la province de Pérouse, Terni dans le Latium, en Ombrie, ainsi que partiellement dans les Marches, dans la province de Sienne, ainsi que celle de Viterbo. Le raisin du Crecceto est utilisé dans la production de vins blancs de l'Italie méridionale, et en particulier dans l'élaboration de l'Orvieto blanc, sec DOC. On va faire un dernier article, je pense, qui va être sur les chemins de fer de la Réunion. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Réunion qui m'écoutent, mais voilà, depuis là-bas. Alors le chemin de fer de la Réunion, c'est un ancien chemin de fer côtier de l'île de la Réunion, qui est construit à partir de 1878. L'unique ligne, donc qui est presque circulaire, qui fait quasiment tout le tour de l'île, reliait Saint-Benoît à Saint-Pierre en passant par Saint-Denis et Saint-Paul. Elle permettait un transport plus rapide vers les ports, des chargements de canne et de sucre qui étaient autrefois assurés par des mules. La ligne cessa de fonctionner en 1976, à l'exception d'une ligne touristique à la Grande Chaloupe. Donc, la compagnie a été créée à l'initiative de deux entrepreneurs, l'ingénieur Alexandre Lavallet, qui a travaillé sur le creusement du canal de Suez, et de Eugène Palou de la Barrière, un riche homme d'affaires. Le projet avant tout économique voit le jour en 1875. Il s'agit de combiner un chemin de fer drainant les marchandises intérieures, surtout la canne à sucre, de Saint-Pierre à Saint-Benoît, avec un port en eau profonde capable d'accueillir de nouveaux bateaux à vapeur rapide passant par Suez, ce port étant situé à la pointe des Galets. Après 2 ans de discussion auprès des pouvoirs publics, la compagnie du chemin de fer et port de la Réunion obtient la charge d'exécuter les travaux de construction du chemin de fer et du port commandé par l'État par le biais d'une convention approuvée en 1877. Avec une garantie annuelle de recettes de 192 500 francs d'une durée de 99 ans, qui néanmoins entre dans le partage des bénéfices de l'exploitation entre la compagnie et l'État. Le relief difficile retarde la réalisation du chemin de fer qui mobilise de nombreux ouvriers, creusement d'un tunnel dans la montagne entre la Possession et Saint-Denis, construction d'une 50aine de ponts en pierre et métallique et de centaines de ponceaux. Près de 8000 ouvriers sont embauchés. Au moins 150 morts, mais c'est seulement les morts déclarés par la compagnie, donc il y en a sûrement plus, sont à déplorer. Et donc au final, c'est une liaison de 126,2 km qui est mise en service le 20 février 1882. Le tracé comporte 12 gares et 27 haltes, et la vitesse moyenne est de 20 à 25 km/h. Dès 1883, on constate que les recettes d'exploitation couvrent les frais. Néanmoins, pour le creusement du port, la compagnie connaît de graves difficultés liées à la découverte d'un banc de roches constituant un mur d'une trentaine de mètres d'épaisseur. Au final, les dépenses seront nettement supérieures aux prévisions. Finalement, c'est le ministère de la Marine et des Colonies qui va donner de l'argent à la compagnie pour terminer la construction. Le port ne reçoit pourtant qu'un quart du trafic de l'île. Et finalement, l'État va prononcer par un arrêté ministériel le 2 décembre 1887 la déchéance de la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, ruinée par les coûts des travaux et l'absence de bénéfices de fonctionnement. Et donc la compagnie port de la Réunion va devenir la propriété de l'État. Voilà, je vais pas vous lire tout le reste, mais je pense que c'est un bon exemple de la mise en valeur du territoire par les colons, des intérêts purement économiques, puisque là, ça servait pas du tout au transport des gens pour pas leur faciliter la vie, mais juste pour mieux exploiter la colonie, on va dire, avec le sucre de canne.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez découvert de nouvelles choses. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite.